Qu'est-ce que l'effet rebond? Le paradoxe de Jevons, plus communément appelé effet rebond, est une théorie économique établie en 1865 concernant la consommation énergétique. Le principe est le suivant. Alors que des avancées techniques améliorent le rendement d'une machine et augmentent l'efficacité de l'utilisation d'une ressource, diminuant de fait la consommation de la ressource à chaque utilisation, la consommation totale de cette ressource peut cependant augmenter. Cette singularité peut paraître contre-intuitive de prime abord. Voici comment elle s'articule. La technologie rend possible une plus grande extraction d'énergie à partir de la même quantité d'une ressource donnée, par exemple le charbon. Ainsi, ce dernier est moins consommé puisque son rendement est accru. En d'autres termes, on a besoin de moins de ressources initiales pour produire la même quantité d'énergie. Son efficacité a ainsi été optimisée. Cette baisse de la consommation de charbon entraîne donc une baisse de sa demande auprès des acheteurs et, en toute logique, la baisse de son prix. Si le charbon coûte moins cher qu'avant, cette baisse se répercute sur le prix des objets ou des services produits via cette ressource. Plutôt que de faire des économies en produisant autant à moindre coût, l'industrie choisit de produire pour le même coût et donc de produire plus. L'offre des biens et des services augmente donc, tandis que leur prix unitaire diminue. En réponse à l'abondance de cette offre à bas prix, la demande du consommateur final augmente. La quantité de biens et de services achetés, donc produites, sont à leur tour décuplées. Si l'utilisation du charbon a bel et bien décliné pour produire une unité d'un bien ou d'un service donné, l'augmentation de la production globale d'unités nécessite une consommation accrue de charbon, dépassant les gains permis par les avancées techniques. En définitive, la consommation totale de charbon s'accroît pour produire toujours plus. On a en quelque sorte reculé pour mieux sauter. Pour illustrer ce mécanisme, nous allons nous appuyer sur 3 autres exemples très parlants. Notons que ce phénomène peut être soit organisationnel, soit technique, comme nous allons le voir. Prenons pour commencer le cas de Mexico City. La pollution atmosphérique atteignant des sommets dans les années 80, le gouvernement décide de mettre en place des mesures restrictives pour amortir les émissions polluantes. Entre autres, les autorités mettent en place la circulation alternée. Les voitures dont la plaque d'immatriculation se termine par un nombre pair seront autorisées à circuler, puis interdites le jour suivant au bénéfice des voitures dont la plaque d'immatriculation se termine par un nombre impair. L'idée sous-jacente est de diviser par 2 le nombre de voitures en circulation et ainsi de faire chuter les émissions de particules polluantes liées au trafic. Toutefois, le comportement des consommateurs peut être imprévisible. Pour ne pas se sentir pénalisés dans leurs déplacements, nombre de ménages font alors l'acquisition d'une seconde voiture pour compléter l'usage de la première. Non seulement cette démarche n'enraye en rien les rejets de pollution, mais elle participe à les accroître via l'augmentation du parc automobile et des dépenses énergétiques qui en résultent. Ce processus va à l'encontre de l'effet escompté. Ce récit témoigne d'un bon exemple d'effet rebond basé sur une stratégie organisationnelle. Notre deuxième sujet d'étude porte, lui, sur les progrès techniques dans le domaine automobile. Le moteur des premières voitures avait une efficacité modeste en matière de consommation énergétique et il générait de surcroît une forte pollution atmosphérique associée à de fortes émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte de raréfaction d'une ressource, telle le pétrole, prévenir son épuisement passe inévitablement par une forme d'économie et d'optimisation de son efficience. Voici comment s'articule le processus. L'invention d'un moteur plus performant n'a pas seulement pour conséquence de réduire cette pollution par kilomètre parcouru, mais également de ralentir l'amenuisement d'une ressource, le pétrole, et surtout de réduire le coût d'utilisation du véhicule, puisqu'il requiert alors moins d'essence pour parcourir la même distance. Couplé à une ingénieuse méthode organisationnelle, qui n'est autre que la production en série des voitures, le coût de production de ces dernières s'effondre, de même que celui du prix d'achat. Ajoutons à cela les investissements massifs de l'État dans la construction et l'amélioration d'un réseau routier pour promouvoir ce nouveau mode de transport.
s'ensuit systématiquement l'augmentation des ventes et ainsi la mise en circulation d'un plus grand nombre de véhicules. Profitant de la baisse du coût kilométrique, ces gains financiers et énergétiques permettront par ailleurs aux usagers de conduire leur voiture sur de plus longues distances et à de plus grandes vitesses, de s'en servir plus fréquemment et, dans l'ensemble, d'acquérir de plus grands véhicules pour un gain de confort. On assiste à l'extension de l'utilisation de la ressource initiale, le pétrole, qui en fin de compte ne cesse de se raréfier. La boucle peut donc alors recommencer une fois de plus avec une nouvelle avancée technologique dans le domaine de l'automobile. Ainsi, perfectionner un moteur de voiture dans l'objectif de réduire la pression sur une ressource, de diminuer l'impact environnemental ou encore de réduire son coût d'utilisation produit au final le résultat inverse. Abordons pour finir notre troisième et dernier exemple, celui de la finance. Rappelons que le déroulement qui suit est une explication volontairement simplifiée pour schématiser un phénomène. Suite à la crise des subprimes de 2007, l'économie est en déclin, les entreprises au bord de la faillite et nombre de ménages en difficulté financière. Afin de relancer les rouages du système, les banques centrales mettent en place un plan de sauvetage visant à injecter dans les banques de l'argent fraîchement créé qu'elles peuvent alors prêter aux entreprises. Ces dernières pourraient ainsi se remettre de leurs difficultés passagères en investissant et en développant leurs activités, comme par exemple en achetant auprès de leurs fournisseurs, en ouvrant de nouveaux postes, en offrant de meilleurs salaires à leurs employés, ce qui les inciterait à dépenser leur surplus dans d'autres secteurs. En définitive, l'objectif latent est de remettre de l'argent en circulation dans l'économie. Néanmoins, les banques en décident autrement. Plutôt que de prêter aux entreprises, en encourant des risques de non-remboursement et au vu d'un retour sur investissement à long terme, elles choisissent plutôt d'investir sur les marchés financiers, en spéculant sur le marché des actions, aveuglées qu'elles sont par l'appât du gain rapide. Cette opération d'achat crée des bulles spéculatives sur des entreprises ciblées ou plus communément sur des secteurs tout entiers, tels le numérique, l'énergie, l'immobilier, etc. N'ayant pas les fonds nécessaires pour développer et diversifier leurs activités, les sociétés restent en difficulté. Leur cours à la bourse étant une représentation plus ou moins fidèle de leur état de santé, celui-ci a donc tendance à baisser. Mais rappelez-vous, il s'agit des mêmes actions que les banques avaient acquises quelque temps plus tôt. Par conséquent, le portefeuille d'actions des banques perd de sa valeur. En résumé, les banques perdent de l'argent. Au bout du compte, le problème de départ n'a pas été résolu et s'est même aggravé parce qu'on ne pouvait pas prévoir le comportement des banques, irrationnel sur le long terme et préjudiciable pour l'économie. Ce mécanisme est très bien expliqué dans la vidéo YouTube « Dessine-moi l'écho » mise en description. Je vous invite à la consulter. Récapitulons. L'effet rebond décrit le principe selon lequel l'accroissement de l'efficacité d'une machine engendre l'augmentation de notre consommation matérielle et énergétique. Autrement dit, un bien ou un service qui gagne en efficacité devient moins cher, et on peut donc se permettre de l'utiliser plus souvent et d'en acheter plus. Il s'agit somme toute de faire un pas en arrière puis 2 pas en avant. Le même paradoxe se produit lorsqu'on découvre et qu'on se met à exploiter une nouvelle ressource énergétique, que ce soit le bois, le charbon, le pétrole, le solaire, l'éolien, la géothermie et bien d'autres. Aucune énergie ne vient jamais remplacer les précédentes, mais elle s'y ajoute. Leur utilisation, par ailleurs, ne cesse jamais d'augmenter. L'effet rebond est une preuve de l'incapacité du solutionnisme technique d'apporter des solutions à des problématiques de grande ampleur, telles que le réchauffement climatique. La cause majeure de cet échec réside bien entendu dans l'inadéquation du comportement humain, des lois instaurées et du mode de fonctionnement de nos sociétés toujours plus avides de consommation. Mettre aujourd'hui son espoir dans de nouvelles technologies afin de pallier nos émissions de gaz à effet de serre aura très probablement un effet inverse à celui anticipé. L'histoire nous prouve à maintes reprises la vanité d'une telle entreprise. À moins, peut-être, de coupler cette stratégie avec un changement radical du comportement consumériste, avec l'adoption de mesures de régulation de la consommation et de manière générale,
avec la préconisation d'une décroissance globale de la consommation et de la production. Qui dit moins de croissance, dit-il forcément moins de progrès ? Vous venez d'écouter un épisode de Bâtisseurs. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube.